solde qui est quand même assez écœurant. Depuis un bon bout de temps, on a observé qu'au niveau de la solde, pour tous les actes administratifs, on demande aux usagers de se munir d'une feuille pour pouvoir tirer leur situation administrative. Et parfois, il arrive même qu'il y a un agent de la SGS qui soit là pour vendre ces feuilles à la somme de 50 000 francs. Je vous parle de quelque chose que j'ai vérifié. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une décision qui a été prise pour que les usagers des services publics puissent maintenant payer eux-mêmes l'offre de service public? On ne peut pas laisser dire ça au public. On ne peut pas laisser dire une telle Mais vous confirmez quand même cette situation? Ah, mais je ne la confirme pas du tout, parce que je serai le premier à... Parce qu'il y a une note, sur le guichet, il y a une note, qui le stipule bien. D'accord. Ils ont mentionné cette note. Écoutez, je ferai le tour des services demain matin pour m'assurer que cette note existe. Demain matin, demain matin très tôt, croyez-moi, à 8 h, je ferai le tour des services au niveau de la solde. Vous savez, notre administration elle est bien organisée. Nous faisons le tour des services assez régulièrement. Je n'ai pas eu vent de ce genre de notes. Le secrétariat général travaille de manière efficiente. Elle s'assure évidemment, mais pour des raisons de fonctionnement de l'administration, de ce que nous mettons en avant comme communication, des comportements de nos agents. Et croyez-moi, au niveau du budget, si on commence à vendre des feuilles à 50 000 francs pour avoir des informations, à 50 francs, pour avoir des informations qui relèvent évidemment de l'obligation du ministère du Budget, là il y aura un problème. Je vais vérifier, mais croyez-moi, sincèrement, je n'en crois pas beaucoup parce que tout ce temps que nous sommes, c'est une administration qui me tient à cœur. La solde est un service sensible. Je ne sais pas si vous avez eu la bonne information. J'ai été sur place ce matin, vérifier l'information. Je vérifie demain. La visite la plus récente, c'était quand, Christian Magnagna? La dernière visite que nous avons faite, il y a 2 semaines. En 2 semaines, beaucoup de choses peuvent changer. Hein. Ah ben écoutez, moi je m'emploie à visiter les services assez régulièrement, donc j'avoue que je suis un peu surpris. Mais merci beaucoup. Monsieur le ministre, je reviens sur les grandes lignes du séminaire gouvernemental à Pointe-Denis. Alors, l'une des mesures qui a été prise pour faire face à la crise du pétrole, c'est la réduction du train de vie des membres du gouvernement. On a le privilège d'avoir en face de nous le ministre du Budget. Alors, est-ce que, en termes de chiffrage, on peut savoir exactement comment va se traduire cette réduction? La réduction des charges des membres du gouvernement. Parce qu'on a parlé de la réduction du train de vie de l'État. Et par solidarité, le gouvernement a décidé de réduire son salaire. On ne sait pas à quelle hauteur. Peut-être c'est qu'en termes d'économie, c'est que ça pourra permettre de générer. Voilà. Les membres du gouvernement, au cours du séminaire, ont pris la décision, ont acté évidemment à l'issue de ce séminaire, de voir leur rémunération évidemment diminuer, baisser. C'est un acte fort, c'est un acte symbolique, évidemment, afin d'accompagner la baisse du train de vie de l'État. À hauteur de quel pourcentage? Vous savez, pour l'instant, il y a une annonce qui a été faite. Il s'agit maintenant pour l'administration donc de rendre cette décision réglementaire afin d'en faire, évidemment, large communication. Mais je pense que lors de ce séminaire, on était parti sur un taux de plus de 15%. C'est-à-dire qu'en fait, une réduction de nos émoluments, évidemment, qui baisserait de 15%. Mais vous savez que les membres du gouvernement ne sont pas les plus rémunérés. On a des fonctionnaires, évidemment, qui sont beaucoup plus rémunérés que les membres du gouvernement. Ce n'est pas là où il faut faire des économies. Là où il faut faire des économies, de manière globale, c'est bien sûr sur le système de rémunération. Là, on a tout intérêt, évidemment, à faire des économies, et j'espère, évidemment, qu'on en parlera tout à l'heure. Mais de manière globale, c'est de lutter, c'est de maîtriser le train de vie de l'État. Et ça, c'est à travers les différents chapitres de la dépense publique, c'est-à-dire les biens et services, les consommables donc, de l'administration. Il faut maintenant lutter contre les gaspillages. C'est toutes les dépenses que nous programmons, auxquelles nous sommes habitués, qu'il faut savoir lutter dessus. Le gouvernement déjà, depuis avant le Conseil même, avant la tenue de ce séminaire à Pointe-Denis, depuis l'année dernière déjà, se bat, déploie des efforts considérables pour lutter contre le train de vie de l'État. Le gouvernement, je vous rappelle pour votre information, qu'en 2014, le gouvernement n'a renouvelé aucun équipement. Donc, c'est-à-dire que c'est des efforts, évidemment, qui sont consentis. Et nous demandons, la mission, c'est de demander également à l'administration, d'accord, progressivement, d'étaler, d'accord, de mieux programmer, d'accord, le renouvellement de nos équipements, une meilleure gestion de notre fonctionnement. Et c'est en cela que la budgétisation par objectif du programme, et nous allons y venir, vous l'avez annoncé tout à l'heure. Nous allons en parler. Nous pensons que c'est la voie pour mieux rationaliser évidemment la dépense publique, avec un objectif évidemment de mettre en avant l'investissement, d'accord, de chasser le dérisoire, d'aller vers l'essentiel. Et ça, c'est des comportements tout à fait de rationaliser les dépenses publiques. Le fait d'aller faire ce séminaire à la Pointe-Denis, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires. Pourquoi on n'aura pas fait ça dans un cadre dans la capitale? Un peu plus modeste.
Oh, madame, compte tenu de la situation On sait combien coûte la navette, monsieur le directeur. On ne peut pas reprocher au gouvernement qui veut réfléchir, qui veut se retrouver dans un cadre évidemment sorti de Libreville pour réfléchir, d'avoir traversé à peine 2-3 kilomètres. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de se déplacer pour la Pointe-Denis, monsieur La prochaine fois, je vous inviterai, madame. Vous verrez que c'est très sobre et qu'on y mange évidemment de manière tout à fait naturelle. Et si ce n'est pas un secret, à quand l'effectivité de cette mesure? Laquelle, madame? La réduction... Et si nous évoluions, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai une préoccupation. Oui. Vous avez parlé du système de rémunération tout à l'heure. On parle un peu de faire les économies. Alors, je vais essayer de prendre un peu l'évolution des masses salariales. Depuis 2013, on est parti de 561 milliards. En 2014, 713 milliards. Et la loi de finances initiale de 2015 s'élevait à 732 milliards. N'est-ce pas? Et le projet de loi rectificatif, 750 milliards. Rien qu'au plan de 2015, entre la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative, il y a une légère hausse. On est en situation de crise. Où est-ce que l'État va trouver les moyens pour trouver les moyens nécessaires quand on sait que le budget de l'État dépend à plus de 55% des recettes pétrolières? Bien. Monsieur le ministre. Moi, je pense que c'est vraiment l'essentiel de notre discussion. Il vaudrait mieux qu'on se recentre évidemment sur cet objectif qui est celui d'adapter la dépense publique à l'ambition du Gabon. Nous vivons une période de conjoncture qui est liée évidemment à la baisse du prix du baril, du prix du baril du pétrole, c'est vrai. Et nous sortons évidemment cette baisse du prix du baril, donc cette conjoncture induit tout de suite évidemment à l'État donc de proposer évidemment une loi de finances rectificative afin d'adapter sa dépense. Bien. Où est-ce qu'on va aller chercher les économies? Les économies, il faut aller chercher dans le train de vie de l'État, on en a parlé tout à l'heure. Les informations que vous donnez sur la masse salariale ne sont pas ce que j'ai. J'aurai l'occasion de revenir sur les informations puisque nous avons préparé donc des éléments qui vont être projetés et qui feront l'objet d'une large communication afin que vous ayez les bons chiffres s'agissant de l'évolution de la masse salariale. La masse salariale sur l'année 2014, sous réserve bien sûr des éléments de clôture, aura pesé autour de 680 milliards de francs CFA, la PIP comprise. 680 milliards de francs avec les charges sociales, avec les différentes primes, les indemnités et tout ce qui va avec. Bien. Cette masse salariale va souffrir, va augmenter du fait du nouveau système qui va être mis en place, d'accord, et qui est à l'étude par le ministère en charge évidemment de la fonction publique. Les économies, nous ne pourrons les avoir évidemment que d'abord dans nos comportements, les comportements des fonctionnaires. Et là, je m'adresse évidemment à un fonctionnaire. Pourquoi? Parce que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir cadrer notre fonctionnement, donc le fonctionnement de l'État, sur la base des ressources durables, des recettes durables. Et ces recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire les recettes hors pétrole. Pour une raison simple, et ça je crois que c'est un message que tous les citoyens, tous nos compatriotes peuvent comprendre, les ressources durables de l'État, les recettes publiques, les ressources publiques de l'État ne peuvent être assises que sur des recettes hors pétrole. Parce que le pétrole, il peut, d'ici 4 matins, il peut tarir. À cause des fluctuations qui peuvent... Les fluctuations, vous savez, je rappelle quand même pour la petite information, pour mémoire, qu'en 90, le prix du baril a chuté jusqu'à 9 $. Donc en fin de compte, ce n'est pas une recette durable. Elle peut souffrir des effets de conjoncture. Et puis d'ici 4 matins, le pétrole également peut aussi tarir. L'État doit continuer à fonctionner. Donc il faut qu'on arrive à calibrer notre fonctionnement sur la base des recettes fiscales. Et là-dessus, pour prendre le cas de la masse salariale, c'est une préoccupation et le gouvernement est en train d'étudier pour regarder comment faire. La masse salariale, à ce jour, occupe déjà pas loin de 60% des recettes fiscales. Les pays de la sous-région, c'est-à-dire que nos pays voisins, ils ont une masse salariale, ils sont largement en dessous, ils ont une masse salariale, d'accord, qui ne dépasse pas les 30% des ressources fiscales. D'accord. Monsieur le ministre, si vous permettez, nous allons revenir sur cette notion de cadrage budgétaire tout à l'heure. Mais nous notons, en ce qui concerne des charges de l'État, qu'il y a eu une grosse évolution en termes d'économie, s'agissant des subventions liées au programme des économies d'énergie et d'eau de l'État, un programme qui est géré par le secrétaire général de votre ministère, Madame Nyonda, que nous avons rencontré. Nous allons très rapidement prendre cette intervention et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette première série des questions et ce sera donc pour évoquer avec vous, Guy Frey, Tatiana, la dette intérieure. Le programme des économies d'énergie et d'eau est un programme du ministère du Budget, mais qui est copiloté avec le ministère de l'Énergie, en charge de l'énergie.
Et ce programme gère particulièrement une mesure qu'on appelle la mesure de la gratuité de l'eau et de l'électricité aux Gabonais économiquement faibles. C'est une mesure qui a été initiée en 2007 pour soulager une certaine frange de la population gabonaise. Seulement, en 2007, il n'y avait pas d'institution chargée d'identifier les Gabonais économiquement faibles, comme c'est le cas aujourd'hui avec la CNAM-GS. Nous avons donc vu, nous sommes donc partis d'une population de à peu près 2000 Gabonais prétendus économiquement faibles. Cette population a évolué pour atteindre des niveaux records de 56 000 bénéficiaires de cette mesure de la gratuité de l'eau et de l'électricité. Alors, le ministère du Budget, dans sa mission de rationaliser la dépense publique, a donc lancé un audit sur ces 56 000 Gabonais économiquement faibles, d'autant que ce fichier, on se demandait en 2013 s'il était en cohérence avec le fichier CNAM-GS des Gabonais économiquement faibles. Eh bien, on a eu des belles surprises dans l'audit, parce que cet audit a révélé que, en réalité, sur les 56 000 bénéficiaires de cette mesure de la gratuité de l'eau et de l'électricité, seuls 9 000 Gabonais étaient réellement économiquement faibles. Il faut savoir que cette mesure nous coûtait 10 milliards par an. Nous avons réussi, à la suite de cet audit, à ramener le coût de cette mesure de la gratuité de l'eau et de l'électricité à 1,5 milliard. Une économie de presque 8 milliards fait sur cette mesure de la gratuité. Nous octroyons la gratuité à ces Gabonais à la condition qu'ils prouvent de leur qualité de Gabonais économiquement faibles par leur carte de la CNAM-GS. Simplement rassurer nos compatriotes économiquement faibles, où qu'ils soient, je dis bien où qu'ils soient, là où il y a des points SEG, de rappeler la gratuité que l'État offre pour l'eau et l'électricité à tout Gabonais économiquement faible détenteur de la carte CNAM-GS. Voilà, nous venons de suivre la responsable du programme des économies d'énergie et d'eau de l'État. Une grosse subvention faite de la part de l'État. Est-ce que les choses ont changé en 2015 ? Il n'y a aucune raison. Je pense que l'accompagnement que l'État accorde aux ménages est à maintenir. D'ailleurs, dans le cadre de ce programme donc de réduction d'économie, d'accord. Et Madame, le responsable de ce programme, évidemment, l'a suffisamment expliqué, à savoir que l'évolution dans les effectifs, évidemment, vise à maintenir l'accompagnement aux personnes, évidemment, à qui est destinée cette mesure. Beaucoup de cas de fraude ces dernières années. Beaucoup de cas de fraude. Je pense que le développement a été fait ici. Et d'ailleurs, le chef de l'État, en 2014, a lancé le PAC branchement, je veux dire, le PAC branchement, oui. Voilà, le branchement, donc qui vient compléter évidemment cette mesure pour accompagner évidemment les ménages et les populations économiquement faibles. Donc cette mesure elle est maintenue, c'est-à-dire que pour revenir sur la préoccupation que Madame posait tout à l'heure, sur les appuis qui vont évoluer en 2015, celui-ci évidemment va être maintenu pour accompagner les populations évidemment sensibles de notre pays. Voilà. Parlons à présent de la dette intérieure. Oui, Monsieur le ministre, à propos de la dette intérieure, la principale préoccupation au niveau de la dette intérieure, c'est au sujet des rappels. Alors, depuis 2012-2013, l'État a procédé au paiement des rappels et les derniers rappels en date devaient être payés en 2014. Nous sommes en 2015. Quelle est la situation actuelle des rappels ? Je l'ai dit tantôt, le niveau de recouvrement de l'État en 2014 n'a pas permis d'exécuter certaines dépenses, donc, dont les rappels, comme vous faites allusion. Le fonctionnement des administrations a suffisamment troublé donc l'exécution de certaines dépenses. Nous allons simplement le reporter sur 2015 et c'est une dépense qui est due puisqu'il y a des calculs qu'on fait. La plupart des fonctionnaires bénéficiaires donc de ce rappel nous ont suffisamment saisis et nous les rassurons systématiquement en disant que l'État n'oublie pas, mais à chaque fois évidemment, sur 2015, ça va être évidemment une mesure, c'est un service évidemment dû que nous payerons en 2015, ça c'est prévu. Donc l'État continue à traîner ce problème derrière lui comme un boulet? Non, il ne le traîne pas. L'État ne le traîne pas. Nous l'avons payé en 2013. Il y a un gros effort qui a été fait. Il y a un travail évidemment qui se poursuit également, qui consiste
à poursuivre donc à la régulation d'autres fonctionnaires, donc dont les glissements indiciaires, évidemment, les glissements catégoriels ont été bloqués par la lourdeur de certaines administrations. Donc nous sommes en train de reconstituer ce package que nous avons financé en 2015, de la même manière que nous l'avons financé en 2013, c'est-à-dire que le concours d'autres partenaires financiers, afin que la caisse de l'État, évidemment, n'en souffre pas. Mais ça, c'est garanti. Monsieur le ministre, quel est l'état des relations avec vos partenaires, les opérateurs économiques? Les relations avec nos partenaires économiques sont des relations tout à fait normales. Ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et On parle d'une absence de dialogue. Ben, écoutez, nous avons notre rôle à nous, c'est de payer la bonne dépense. Et c'est vrai qu'en 2014, on a peut-être pu donner l'impression que nous ne voulions pas payer. D'ailleurs, c'est l'occasion. Il y a quelques chiffres Ah, mais je vais vous donner des chiffres. 540 On milliards parle de 540 milliards qui ont été mis à disposition de l'épurement de la dette, une partie pour épurer une partie de la dette. Non, mais moi je voudrais revenir, puisque vous me donnez l'occasion de revenir sur cette question-là. Le budget de l'État a consacré de gros efforts pour assurer les opérateurs économiques, les entreprises engagées normalement, c'est-à-dire avec l'État. Il faut rappeler que sur l'exercice 2014, nous avons payé pas loin de 540 milliards au titre des règlements des exercices antérieurs, donc notamment aux entreprises. Il faut rappeler qu'en 2014, nous avons payé pas loin de 650 milliards de francs CFA, d'accord, pour ce qui est le règlement de la dette intérieure et extérieure. Il faut rappeler également qu'en 2014, nous avons payé l'équivalent de 243 milliards de francs CFA en termes d'investissement sur l'exercice 2014. Donc c'est pas loin de 1350 milliards qui ont été mis à la disposition pour soutenir, accompagner les entreprises, tant dans les nouveaux projets sur 2014, que pour la régularisation des dettes que nous avions vis-à-vis évidemment des PME, des entreprises, des majors, de toutes sortes évidemment, et même des concours bancaires que nous avions. Donc vis-à-vis des entreprises, nous avons une relation tout à fait normale. C'est vrai qu'il y a des récriminations qui peuvent évidemment subsister. Pour l'instant, on n'en a aucune qui nous a été adressée formellement. Nous pensons évidemment que nous remplissons nos conditions de partenariat évidemment avec les partenaires économiques. Alors sur ce, Monsieur le Ministre, nous avons interrogé le président de la Confédération des PME et PMI gabonaises, Monsieur Innocent Vendong. Je vous propose de suivre cette interview très rapidement et nous bouclons cette première partie de cette émission. Je disais que jusqu'au mois d'août 2013, l'État s'est toujours acquitté correctement de ses créances. Mais le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre et le Président de la République, lors du Conseil des ministres délocalisé de Port-Gentil, avait décidé que dorénavant, l'État payera après service fait. Cela veut dire que si l'État m'a commandé une école, dès lors que l'école est construite et livrée, je peux maintenant exiger de l'État qu'il y ait paiement. L'État payait beaucoup de personnes et ces personnes-là ne réalisaient pas les prestations pour lesquelles ils avaient reçu de l'argent. Donc, lorsque le président décide que dorénavant l'État va payer après que le travail ait été fait, c'est une façon d'éviter qu'il y ait gaspillage de l'argent public. Ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises qui veulent s'affirmer, qui veulent rester, doivent respecter les règles qui ont été tracées par l'État et par l'administration. Et je peux vous dire que ça se passe très bien. Mais, dans toute œuvre humaine, vous allez relever qu'il n'y a aucun point de vue qui fait l'unanimité. Vous allez trouver d'autres qui diront que les choses vont mal. De la Confédération des PME et PMI gabonaises, une réaction? Ah ben ça
Ma réaction, c'est que c'est un témoignage qui conforte mon analyse de la relation avec nos partenaires, avec les entreprises. Des relations... Les relations sont bonnes, l'ensemble des opérateurs. Avec les nationaux Avec les nationaux, enfin avec tous les partenaires de toutes sortes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Nous avons de très bonnes relations avec les entreprises. Je dis qu'ils sont bien sûr connus sur la chaîne de la dépense, parce que nous payons régulièrement. Et voilà un témoignage, évidemment, qui, de mon point de vue, est pertinent. D'accord. Votre dernière question, Guy Frey. Juste une dernière préoccupation. La toute dernière. Toute dernière, au cours de nos investigations journalistiques, nous avons quand même drainé une préoccupation. C'est une sorte de rumeur. On aimerait savoir s'il est effectif que dès ce mois de février, les allocations familiales seront supprimées. Alors, Monsieur le ministre, info ou intox? Plutôt intox, et là, sans commentaire, vraiment. Merci. Plutôt intox. Intox. Merci à vous, Guy Frey et Tatiana Miko. Nous prenons rapidement, Monsieur le Ministre, une question sur notre numéro de téléphone, le 02 75 75 75. Beaucoup de questions. Et celle-ci, Monsieur le Ministre, quelle différence faites-vous entre le budget de l'État et la loi de finances? Si différence il y a. Écoutez, la loi de finances est une loi votée donc à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui porte évidemment, qui porte sur la nature, les montants et des ressources et des charges payées par l'État dans une année, donc au cours d'un exercice. Alors que le budget, lui, il est plutôt un ensemble de documents évidemment votés par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est la loi et en même temps évidemment qui comporte également des annexes, notamment des annexes de loi. Donc c'est un dossier évidemment beaucoup plus étoffé, qui comporte bien sûr la même nature. Donc c'est deux autorisations qui portent sur les autorisations de décaissement et de recouvrement des créances, et en même temps que des paiements des charges évidemment au cours de l'année. Voilà. D'accord. La budgétisation par objectif des programmes, on en a longuement parlé ces dernières années. Nos reporters sont allés sur le terrain justement pour voir aussi la création de la Direction générale du budget et des finances publiques. Nous suivons ce reportage et nous entrons dans la deuxième partie de cette émission. Nouveau mode de fonctionnement budgétaire, la BOP, la budgétisation par objectif de programme, est une nouvelle approche en matière de préparation de vote et d'exécution de budget. La budgétisation par objectif de programme donc, nous permet de passer d'un budget de moyens pour un budget par objectif, un budget de résultat. Prévu démarrer en janvier 2015, la BOP connaît des difficultés dans son effectivité. Nous sommes effectivement passés au budget de programme depuis le 1er janvier 2015. Le budget a été préparé, voté par le Parlement sur cette base-là. Il est mis en place aujourd'hui en machine. Le problème qui tarde, c'est que les gestionnaires commencent à consommer leur crédit, c'est le fait que beaucoup de ministères n'ont pas désigné les gestionnaires de cette. Ça veut dire la chaîne managériale. Autrement dit, tous les ministres doivent désigner leur responsable de programme, leur responsable de budget opérationnel de programme et leur responsable d'unité opérationnelle. Et tant qu'on n'a pas ces responsables prêts, désignés, sous la forme requise, on ne peut pas démarrer l'exécution parce que ce sont eux qui sont responsables de l'exécution du budget. Le basculement à la BOP est un impératif. Le choix des différents acteurs des départements ministériels en charge de son animation est très attendu. Christian Bagnaia, vous l'avez constaté, Louis-Philippe Badinga et Nadège Monda nous ont rejoints sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Bonsoir. La budgétisation par objectif des programmes lancée en 2011, Oui. à moins que je ne me trompe. Lancée depuis les années 2000, elle a été intensifiée donc en 2010, en effet. Et l'un des points évidemment d'aboutissement de cette réforme, c'est la bascule évidemment depuis le 1er janvier 2015, donc de la budgétisation par objectif. On observe beaucoup de séminaires de formation, des acteurs devant intervenir dans la chaîne depuis 2011 surtout. En formation, oui. En formation, oui. Alors, Monsieur le Ministre, une première réaction peut-être. L'effectivité était calibrée pour janvier 2015, ce n'est pas toujours le cas. Ah si, la budgétisation par objectif du programme est effective depuis le 1er janvier et l'administration du budget travaille, donc implémente le système.
C'est un système qui est lourd, bien sûr, et bien heureusement, nous avons, le gouvernement, l'administration du budget, a anticipé donc la préparation de cette bascule par la formation, et vous le disiez fort bien, par la formation donc des acteurs, tant au niveau du ministère du budget qu'à l'intérieur de l'ensemble des ministères sectoriels concernés donc par la dépense. Louis-Philippe, Nadège, vos questions? Oui, justement, Monsieur le ministre, vous disiez que la BOP est désormais donc appliquée depuis janvier 2015. Mais comment cela se fait-il comment cela se fait-il, je vais y arriver, que justement on est... On va peut-être vous aider. Oui, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle est votre question? En fait, ma question est qu'on n'a pas encore remarqué vraiment, qu'on n'a pas une vraiment visibilité de l'application de cette budgétisation par objectif des programmes. Oui. Je pense qu'avant d'y aller, il serait peut-être plus intéressant, Monsieur le ministre, de nous dire véritablement ce que c'est la BOP. La budgétisation par objectif de programme, c'est un nouveau moyen de présenter le budget et d'exécuter le budget de l'État. En fait, on part d'où? On part de ce qu'on appelait budget moyen, c'est-à-dire en fin de compte une présentation des moyens où la plupart... En fait, en termes plus simples, oui. Il s'agit tout simplement de logiciel ou d'un programme de gestion. Non, ce n'est pas un logiciel, madame. C'est pas un programme de gestion? Non, ce n'est pas un programme de gestion. Au départ, c'est d'abord une philosophie. C'est une réforme. C'est une réforme évidemment organique, d'accord, qui organise désormais donc, nos finances publiques. Oui. Je m'explique. Donc, je reprends donc à la question ici, à savoir que la BOP, la budgétisation donc par objectif de programme, on va schématiser. On sort d'une présentation qui consacrait à chaque administration des crédits. C'est-à-dire, l'État a des moyens, c'est des crédits budgétaires, ce sont des ressources, c'est des postes budgétaires qui étaient globalisés et répartis sur chaque loi de finances, évidemment, par ministère, par administration. Là, avec la BOP, qu'est-ce qu'on fait? On identifie le champ d'action de l'État, on le découpe, d'accord, en missions. Il s'agit de dire, il y a désormais une mission santé. L'État consacre des moyens pour le développement de la santé. À l'intérieur de la mission publique santé, il y a des programmes. Et dans ces programmes, évidemment, nous affectons des ressources, qui sont donc des crédits budgétaires, en même temps que des ressources. Et nous générons des responsables de programmes, qui deviennent des managers publics. Donc pour chaque mission publique, pour chaque politique publique, qu'elle soit logée au ministère du Budget ou dans un autre ministère du Budget, désormais, vis-à-vis de l'Assemblée nationale, vis-à-vis de la nation gabonaise, le gouvernement exécute donc des développements, donc des missions dans lesquelles évidemment il y a des équipes BOP qui sont mises en œuvre pour l'exécution évidemment de ces programmes qui sont identifiés. Et dans la nomenclature, je ne vais pas en faire un commentaire ici, mais c'était juste pour vous aider évidemment dans cet argumentaire que vous étiez en train d'essayer de développer. On part d'une situation où on répartissait des moyens, l'ensemble des lois de finances, vous en avez certainement parcouru. Chaque ministère avait évidemment des crédits, d'accord. Il les utilisait sans trop de critères d'objectifs, de performance, c'est-à-dire que vis-à-vis de politique publique, donc sans lisibilité. Oui. Au jour d'aujourd'hui, avec la BOP, nous mettons l'accent sur la lisibilité de l'action publique, c'est-à-dire sur ce que l'État peut concrètement apporter à ses populations. Et qu'est-ce que cela va changer exactement? Ce que ça va changer, c'est un mode de gestion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, désormais, en début d'exercice, en relation avec le Parlement, parce que vous savez que dans le mode des moyens, c'est le gouvernement qui élaborait son projet de loi de finances, d'accord? Ici, cette élaboration, désormais, elle est partagée. C'est-à-dire que dans le cas de la BOP, nous avons, avant évidemment la présentation de projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, un débat d'orientation budgétaire, où avec le Parlement, on s'accorde sur les priorités au regard évidemment de ce qui est considéré des besoins des populations. Et au regard donc de la nomenclature qui a été mise en place, qui identifie donc les missions publiques. J'ai donné un exemple, la santé, l'éducation nationale, la sécurité, les services extérieurs de l'État. C'est-à-dire on ne parle plus du ministère de la Santé, on ne parle plus du ministère de... Désormais, la sécurité, par exemple, la santé, je n'ai pas envie de vous embrouiller parce que je n'ai pas envie d'embrouiller la compréhension. Non, mais nous comprenons bien ce que vous dites. L'objectif ici, si vous voulez... Moi j'ai une question pour que nous puissions évoluer dans les débats. Est-ce que les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne sont au même niveau de formation?
pour la maîtrise et la gestion de ce programme? Totalement, c'est un processus évidemment de formation qui a commencé, comme vous le disiez fort bien, depuis 2010, 2011. Il a été intensifié depuis 2013-2014. Aujourd'hui, la plupart, en fait, tous autant qu'ils sont les responsables de programme, qui font partie donc de toutes ces équipes-là, sont de mon point de vue, au même niveau d'information, au même niveau de compréhension des enjeux et de mode de gestion, évidemment, tel qu'il a été mis en place. Monsieur le ministre, la BOP a-t-elle des failles? La BOP, c'est comme dans toute réforme, madame. Je veux dire, c'est comme dans tout système de gestion. Il y a forcément des failles que nous n'avons pas encore identifiées. Il y a des insuffisances que nous avons lues. Les insuffisances sont certainement au niveau donc, de l'enrôlement du personnel dédié à la mise en œuvre donc, de ce nouveau mode de gestion. Mais c'est à l'apprentissage. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des responsables... Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez amené un nouveau système. Un nouveau système comme dans tous les autres pays. Nous ne sommes pas les premiers. D'accord. Mais sans pour autant avoir fait une étude en fait, qui permettrait de savoir à peu près quelles pourraient être les failles. Mais madame... Je vous pose la question, monsieur le ministre. Mais laissez-moi vous répondre, moi, s'il vous plaît, parce que vous parlez d'études. D'accord. Allez-y, monsieur. Allez-y. Non, c'est pas possible. Je me suis entendu que le mode BOP, d'accord, la gestion en mode BOP, elle a été mise en place, elle a été actée depuis 2010. Donc depuis 2010, ça fait 5 ans. Vous doutez bien que des études sont passées, des stages sont passés, des séminaires de formation sont passés. C'est pour ça que je vous demandais s'il y avait des failles. Mais les failles, mais je suis en train de vous dire de manière générale que dans tout système, il y a forcément des failles. Et la question je n'en ai pas encore identifié dans le cas de la BOP. C'est pour savoir si vous ne reviendrez pas dans 1 an ou 2 ans, ou peut-être nous dire que finalement, on avait peut-être, ou alors un successeur viendra nous dire non, finalement, la BOP, c'était peut-être pas la meilleure solution. Le successeur de qui, madame? De monsieur le ministre. Vous comptez rester éternellement? Ah non, je pensais que vous parliez, parce que celui qui a décidé la BOP, c'est le chef de l'État. C'est lui qui la pilote. Donc nous sommes donc s'il y a des failles, on s'en prend directement au président de la République. Alors le basculement est irréversible. Le basculement, je vais vous laisser conclure sur cette question, monsieur le ministre. Le basculement est irréversible. C'est un nouveau mode de gestion sur lequel nous avons eu l'occasion de communiquer. Ici, évidemment, dans les médias, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des personnels, des agents publics dans les ministères, concernés donc par la mise en œuvre donc, de cette réforme et de la dépense, donc de l'exécution de la dépense. Tous sont au même niveau d'information. La mise en œuvre se fait progressivement. Je vous explique que l'année 2015 a commencé. Nous sommes évidemment à 45, bientôt 50 jours de l'année 2015. Les dépenses publiques sont payées sur le mode BOP. Monsieur le ministre, nous sommes en 2015 dans un contexte bien particulier, celui de la baisse du prix du baril du pétrole. Est-ce que les missions restent les mêmes au regard de la loi de finances initiale? Voilà. Les missions restent les mêmes. Simplement, compte tenu de la baisse des ressources, évidemment, des 35%, d'accord, l'objectif, c'est de faire des économies sur le fonctionnement, donc sur le train de vie de l'État, afin de maintenir les projets prioritaires en investissement. Parce que le gouvernement, et c'est ce qu'il va acter sur 2015, mettra l'accent sur les projets d'investissement, générateurs de revenus, créateurs d'emplois, et sont ceux qui nous garantissent évidemment le développement vers l'émergence. Alors parlons à présent de la création de la direction générale du budget et des finances publiques. Nous allons évoluer. Voilà, exactement. Monsieur le ministre... Vous avez trop vite sur le budget, non? Monsieur, pardon? Comment ça, monsieur le ministre? Non, mais j'en prie, parce que vous vouliez développer quelque chose. C'est un sujet important, mais non, si vous estimez que j'en ai suffisamment dit, je veux bien. Non, on y va. Monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose? Bien sûr. Non, mais je voudrais quand même, vraiment c'est très important, et puis surtout pour l'émission et pour nos téléspectateurs, de rappeler le fait que en ce moment, nous sommes sur une phase de travail dans le cadre de l'étude sur le projet de loi de finances rectificative que nous allons proposer donc à l'adoption du gouvernement. C'est un travail qui se mène donc sous la direction de Monsieur le Premier ministre, puisque nous sommes au jour d'aujourd'hui, en ce moment, dans cette période, dans cette semaine, sur la phase donc des arbitrages donc des crédits. C'est un exemple évidemment de conférence budgétaire où le Premier ministre reçoit les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne. Et pour répondre à votre question, les missions restent les mêmes, bien sûr, mais les enveloppes, c'est-à-dire les plafonds budgétaires, changent, évoluent par rapport à la loi de finances initiale. Qu'est-ce que le public doit comprendre de ces conférences budgétaires? Ce que le public doit comprendre de ces conférences budgétaires, c'est que le Premier ministre, sur la base de l'épure, de la nouvelle épure, donc sur la base de nouvelles prévisions de ressources sur 2015, le Premier ministre alloue des enveloppes sur les secteurs. Cette année, la priorité va être portée sur les infrastructures. Les infrastructures, la santé, l'éducation et bien sûr sur le maintien du pacte social. C'est-à-dire toutes les mesures qui ont été actées en 2014 vont être maintenues. On parlait tout à l'heure de la gratuité de l'eau et de l'électricité, c'est des mesures qui vont être maintenues. Là où nous allons faire des économies,
là où l'État va faire des économies, c'est sur des subventions. Vous parliez, enfin, vos prédécesseurs, vos collègues tout à l'heure parlaient par exemple des subventions. Oui, nous allons faire des coupes, nous allons faire des économies sur des subventions qui ne participent pas concrètement au développement économique et social de notre pays. Monsieur le ministre, justement dans ce sens-là, peut-être, je vais peut-être couper monsieur le ministre pour aller dans le même sens. Permettez que j'illustre un peu mon propos. Non, juste vous proposez ceci par rapport aux coupes. L'État, si on remarque bien, la plupart des buildings administratifs sont des locations. Est-ce que de ce côté-là également, vous avez prévu de faire quelque chose? Bien sûr, madame. Vous allez recevoir demain matin, certainement, vous allez voir dans l'Union, un communiqué qui paraîtra dans l'Union, qui va appeler l'ensemble de nos bailleurs à se présenter au niveau du ministère du Budget, afin de nous présenter les conditions donc, de contrat de location que nous avons avec eux. L'objectif pour nous, c'est vraiment de recadrer la dépense. Nous avons bien conscience, évidemment, qu'il y a des déperditions. Vous avez raison d'attirer notre attention sur les failles qui peuvent exister dans le système de gestion que nous pilotons. Bien entendu, et c'est notre responsabilité d'appeler les bailleurs, de dire, vous êtes en relation avec l'État gabonais, venez présenter les conditions de ces relations, et puis nous allons renégocier certains contrats. L'objectif pour nous, c'est de parvenir, si vous voulez, à la normalisation de cette dépense qui est suffisamment importante et sur laquelle nous pourrons générer des économies. Mais je voulais revenir sur l'exemple des choses. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, nous sommes en ce moment dans une conjoncture de baisse pétrolière. D'accord ? L'État a, sur l'année dernière, sur l'année 2014, accordé une subvention de près de 115 milliards de francs CFA en termes de subvention à la stabilisation des prix des hydrocarbures. Cette subvention, du fait de la baisse du prix du pétrole, va forcément être évidemment suspendue parce qu'elle ne sert à rien. Dès lors que le prix du baril évidemment a baissé, il n'y a plus besoin de soutenir la stabilisation du prix du pétrole. Mais ces 115 milliards vont être redéployés vers des secteurs prioritaires et c'est l'effort de gestion que nous sommes en train de faire devant Monsieur le Premier ministre. Les arbitrages, c'est bien ça, c'est de dire où est-ce qu'on fait des économies pour accentuer bien sûr le développement de notre pays. L'objectif étant, pour l'année 2015, évidemment, d'assurer un taux de croissance de 5% en moyenne pour ne pas tomber, évidemment, dans la dynamique lancée depuis 2010. Oui, Monsieur le ministre, nous avons un point marché public. En ce qui concerne, par exemple, les marchés publics aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de nébuleuse. Le code des marchés publics, on n'en sait pas trop. On parle de marché de gré à gré, actuellement encore. Mais le gré à gré, les marchés de gré à gré sont